L'annonce a secoué tout le Sénégal, et personne ne s'y attendait. Une actrice talentueuse, aimée, admirée, retrouvée victime d'un malaise soudain. Mais derrière cette disparition brutale, un détail continue d'interroger. Un détail dont très peu de gens ont parlé. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler ce qui s'est vraiment passé avant la mort d'Halima Gadji, et pourquoi cette révélation choque encore aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, c'est important. Et au passage, si vous appréciez ce travail, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo pour nous soutenir. Halima Gadji, un nom devenu incontournable après son rôle inoubliable dans Maîtresse d'un homme marié. À travers son personnage, Mariam Dial, elle a touché une génération entière. Son talent, son charisme, sa force, tout faisait d'elle une véritable étoile montante du cinéma ouest-africain. Le jour de sa mort, rien ne laissait présager la tragédie. Mais soudain, un malaise, un choc, un effondrement inattendu qui a mis fin à sa vie à seulement 36 ans. L'annonce a été comme un coup de tonnerre. Comment une femme aussi jeune, aussi dynamique, pouvait partir aussi vite? Beaucoup l'ignoraient, mais Halima traversait depuis un moment une période très difficile. Stress, fatigue, soucis personnels, pression médiatique. Selon plusieurs proches, elle souffrait en silence. Elle cachait son mal-être derrière son sourire, comme le font tant de personnalités publiques. Et la veille de sa mort, quelque chose aurait encore aggravé son état. Une dispute? Une mauvaise nouvelle? Une crise de fatigue extrême? Les détails restent flous, mais ce qui est sûr, c'est que son corps n'en pouvait plus. Son malaise n'était peut-être pas un hasard, mais le résultat d'un long combat silencieux. Les malades. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Depuis le début, depuis mon enfance, il y a quelque chose qui n'a jamais été normal, c'était ma santé mentale. C'était le fait que je me documente sur mes réactions, sur les remarques que les autres me font. Il m'a fallu quatre fois être internée à l'hôpital. Des piqûres aux fesses qui font que les gens pensent que je ne suis pas sociable, mais je ne peux pas rester assise longtemps à un moment des salons marocains. Parce que je me couche tout le temps. C'est des piqûres qui vont me rappeler tout le temps que je n'ai juste pas écouté et je n'ai pas parlé aux bonnes personnes. Tu vois? C'est des médicaments que je prends jusqu'à présent, de la Dépakine, qui fait que elle régularise mes émotions. Parce que quand je suis trop contente, je suis trop contente. Quand je suis trop triste, je suis une fontaine. Quand je suis colérique, alors là, je suis destructif. Je ne fais pas du mal aux autres, je peux me taper. Tu vois? Parce que moi, jamais je peux faire du mal aux autres. Le mal qu'on m'a fait, il y a deux sortes de traumatisés dans la vie. Il y a celui qui va faire en sorte que la société ne soit pas blessée par ce qu'il a vécu. Il va se prendre pour Jésus et vouloir sauver la société jusqu'à se faire clouer. Mais il y a l'autre qui va dire, ce que j'ai vécu moi, j'ai normalisé, je vais le faire à un autre. Et quand il va se plaindre, il va dire, bah ouais, moi aussi j'ai été enfant, on m'a violé, ça m'a fait quoi? Tu vois? Il y a celui qui se permet de tout faire parce qu'on lui a fait. Et il y a celui qui se prend vraiment pour un petit Jésus qui veut sauver les autres. Donc quand elle voit qu'elle ne peut plus, bah, elle, sa façon de se sauver, c'est de se taper et de chercher à mourir. Pas parce qu'elle ne kiffe plus la vie, mais c'est juste parce qu'elle ne veut plus voir les gens et être dans un monde où elle a créé. Moi-même, j'ai subi la xénophobie à plusieurs reprises. Au Sénégal, quand je disais aux gens que j'étais moitié maghrébienne, on me disait tout le temps pourquoi j'en parlais avec fierté, parce que je n'ai pas la peau métissée, j'ai pas les cheveux bouclés, alors qu'une métisse, elle doit avoir la peau mixte, les cheveux bouclés, elle doit être jolie. Donc on me traitait tout le temps de grosse, de noire, À plusieurs reprises, on m'a dit, mais arrête de te présenter en tant que maghrébienne, je ne l'ai pas. Et quand je suis partie au Maroc la première fois, j'étais très contente d'aller visiter le pays de ma mère, parce que je me disais, ah, si on m'a rejetée par là, on va m'accepter par là. Et non, au Maroc aussi, j'ai été pointée du doigt à cause de ma couleur de peau, de mes cheveux et de là d'où je viens. Au Maroc, même, c'est pire. On me disait que tu viens de l'Afrique, alors que je suis moitié marocaine. Quand je parlais le darija avec eux, ils étaient toujours choqués de voir une fille aussi noire parler très bien le darija. Pourtant, j'arrêtais pas de dire que je suis moitié maroco-algérienne, mais pour eux, j'étais juste une kahloucha, une azia, sarraq zit, maza, tfoualikom. Comment j'ai fait pour surmonter ça? Oui, c'est une question que j'aime beaucoup. Comment j'ai fait pour surmonter ça? J'ai arrêté de voir ce que les autres voyaient en moi. J'ai arrêté tout simplement de voir que j'étais noire, que j'étais grosse, que j'étais crépue, que j'étais pas intelligente. Et je voyais ce que je voulais.
devant le miroir, je me disais, mais tu es belle, tu es intelligente, regarde, tu n'es pas noire, tu brilles comme le soleil. À 18h, tu deviens orange et puis tu te couches comme le soleil la nuit, tu brilles comme les étoiles, écoute, ta peau brille. Et puis ouais, je me disais des choses comme ça et petit à petit, tu vois, j'ai pris confiance en moi. Et... Touche à l'enfant de quelqu'un en France, on sait qu'il y a une page des femmes africaines, les Amazones africaines. Comme on le dit là, les femmes du Congo là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les guerriers là, comment on appelait ça? J'oublie le nom là. Du Congo, avant ma maman parlait de ça beaucoup là. J'ai oublié ça. Il y avait un nom qu'on appelait les guerriers. Hein? On doit avoir ça, nous les Africains. On doit avoir ça, nous les Africains. Notre groupe, nous les femmes africaines, quand on touche à l'enfant de quelqu'un, il y a l'argent. Au lieu de toujours venir, c'est nous, on demande cagnotte tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a quoi? On n'est plus les maudits sur la terre. On est les plus maudits sur la terre. C'est nous les Africains, quand il y a un problème, cagnotte, cagnotte, cagnotte. Tous les jours, on va s'asseoir matin jusqu'au soir. Participer à la cagnotte, participer à la cagnotte. Ça va servir à ça, ça va servir à ça. Vous avez vu les malgré bien? Les gens là, vous les voyez quand il y a quelque chose, demandez cagnotte sur les réseaux sociaux? Vous les voyez demander cagnotte sur les réseaux sociaux? Je vous pose la question. Vous voyez les gens là, les Marocains là, demander cagnotte sur les réseaux sociaux? Vous les voyez? Vous ne les voyez pas. Ils sont prêts. Chaque fin du mois là, 5 euros, 2 euros. Il y a même chez nous ici là, il y a un truc des femmes, de toutes les femmes marocaines et puis algériennes, quoi là. Ils ont comment on appelle, un truc ici, à la mosquée ici. Chaque fin du mois, elles mettent 2 euros. Et je lui ai dit, mais 2 euros là, c'est quoi? La femme dit non, hein. 2 euros là. C'est ce que tu peux donner. Tout le monde peut avoir 2 euros chaque fin du mois. Mais il y a des gens qui donnent plus que 2 euros. 2 euros là, quand il y a un problème qui arrive là, on n'a pas besoin de dire ça. On prend directement dans la caisse. Et puis on vient en aide. Avant qu'on puisse faire ça. Nous les Africains, on a ça. Tous les jours, cagnotte. Tous les jours, c'est cagnotte. On est les plus maudits. On n'est plus les maudits. Quand il y a nos problèmes qui viennent sur les réseaux sociaux, on va parler blablabla. Une semaine, c'est fini, c'est classé. On nous connaît pour ça. On nous connaît pour ça, c'est classé. Mais va sur les lives où on est en train de se clasher. Tu vas voir les lions qui vont sortir ici. Tu vas voir les lions. Depuis que je parle là, vous avez vu quelqu'un envoyer un lionceau ici? Et pourtant que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Vous vivez ce que je suis en train de dire. Mais si on insultait quelqu'un là-bas, vous allez envoyer les lions, les gros cadeaux. Vous allez supporter les lives où on insulte. Mais les lives où on vous sensibilise là, vous ne pouvez pas soutenir. Vous ne pouvez pas soutenir. Halima Gadji laisse derrière elle bien plus que des rôles. Elle laisse une inspiration, une empreinte, un impact culturel énorme. Elle a ouvert des portes, brisé des barrières, inspiré une génération de jeunes femmes. Et même si elle n'est plus là, son sourire, sa voix, son talent, continueront de vivre dans les mémoires. La disparition d'Halima Gadji est un rappel douloureux, on ne connaît jamais vraiment les combats que mènent les autres. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui s'est passé, pensez à la partager, et surtout, à vous abonner et aimer pour soutenir notre travail. Repose en paix, Halima, ton étoile ne s'éteindra jamais.